Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, lancement officiel de la campagne de commercialisation et d'égrenage du coton-graine au titre de l'année 2021-2022. Deux ministres du gouvernement ont donné le top aux activités. C'est la commune de Ndali, dans le département du Borgou, qui a abrité cette année la cérémonie officielle de lancement de cette campagne. Santé, les préfets sont mis à contribution dans la vaste campagne de vaccination contre la Covid-19. Ces dépositaires de l'État central dans les départements sont appelés à œuvrer davantage pour l'augmentation du taux de couverture vaccinale. Des stratégies et astuces leur sont données pour les accompagner dans la réussite de l'opération de vaccination intensive. À Latitengu, les réformes dans le secteur des transports sont foulées aux pieds. Les chauffeurs de taxi et les passagers optent de plus en plus pour le chargement hors parc. Conséquence, les gares routières se vident au profit des abords des voies. Qu'est-ce qui justifie cette pratique et quel est le regard des syndicats sur la situation? Élément de réponse dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. C'est parti pour la campagne de commercialisation et d'égrenage du coton-graine au titre de l'année 2021-2022. C'est la commune de Ndali, dans le département du Borgou, qui a abrité la cérémonie officielle de lancement de cette campagne. C'était sous la houlette de deux ministres du gouvernement, Chadi Alimantou Assouma, de l'industrie et du commerce, et Gaston Kossi-Dossoui, en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Jacques Degby. Cotonculteurs, égreneurs, syndicats de transporteurs ainsi que cadres politico-administratifs, toute la famille de l'Or-Blanc a répondu présent à cette cérémonie de lancement officiel sur le terrain de sport de la Maison des Jeunes de Ndali. D'entrée, les acteurs de la filière dévoilent leurs objectifs pour cette nouvelle campagne cotonnière. L'année dernière, nous étions à 731 038 tonnes. Cette année, nous serons à 766 000 tonnes, marquant à peu près une augmentation de 5%. Une nouvelle production record de 766 000 tonnes contre 728 000 tonnes la campagne écoulée. Le Bénin veut continuer à tenir son rang de premier producteur de l'or blanc sur le continent. Mais cela ne peut être possible sans la conjugaison et la coordination des efforts. Depuis plusieurs campagnes, le Bénin est premier producteur de coton en Afrique. Ce sera encore le cas à la fin de cette campagne, j'en suis persuadé. Car nous devons désormais, et nous donnons désormais les moyens pour assurer une meilleure productivité à l'hectare grâce à la mise en application effective des technologies agroécologiques actuellement déployées dans nos systèmes de production. Récolter le coton-graine à temps et de façon échelonnée. Animer les marchés et assurer les évacuations afin d'éviter les risques de mouille et de perte de poids. Les incendies également. Réaliser la commercialisation du coton-graine exclusivement à travers le mécanisme mis en place par l'AIC. Et surtout, éviter la sortie frauduleuse du coton. La campagne est ainsi lancée. Et pour garantir la transparence des transactions commerciales, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour certifier les bascules et ponts-bascules. Pour le coton conventionnel, prix net au producteur premier choix, 265 francs CFA par kilogramme. Prix net au producteur deuxième choix, 215 francs CFA par kilogramme. Pour le coton biologique, prix net au producteur premier choix, 318 francs CFA par kilogramme. Prix net au producteur deuxième choix, 268 francs CFA par kilogramme. La filière coton occupe une part importante de l'économie béninoise. Elle contribue à elle seule à 13% du produit intérieur brut et 40% des entrées de devises. L'objectif du gouvernement et de l'ensemble des acteurs de la filière est d'atteindre au cours de la campagne 2023-2024 une production record d'1 million de tonnes.
La promotion des factures normalisées via le jeu Tombola vient de faire 100 heureux gagnants au sein des populations. C'était pour le compte du tirage hebdomadaire du vendredi 5 novembre dernier, comptant pour la semaine du vendredi 29 octobre au jeudi 4 novembre 2021. Les gagnants sont rentrés en possession de leur lot au cours des journées portes ouvertes organisées à l'Ocosa sur cette réforme des factures normalisées. Geoffroy Messan pour plus de précisions. À la Tombola BCF organisée par la DGI. Des heureux gagnants de la Tombola facture normalisée entrent ici sur l'esplanade de la place de l'Étoile à Lokossa avec la bénédiction de Dame Pluie en possession de leurs gains. Il s'agit de gagnants issus du tirage hebdomadaire du vendredi 5 novembre dernier et qui concernent les factures normalisées émises au cours de la semaine allant du 29 octobre au 4 novembre 2021. Un tirage qui a fait 100 gagnants. Ici, seuls les gagnants qui ont déjà accompli leurs formalités se sont vus remettre leur lot en cet après-midi du mercredi 10 novembre. Ce chèque d'une valeur de 100 000, je vous le remets donc et je vous souhaite d'en faire un très bon usage et de continuer toujours à réclamer les factures normalisées et d'être l'ambassadeur de la DGI auprès de tes autres collègues, auprès de toute ta famille et leur demander chaque fois, toutes les fois qu'ils font une transaction, un achat, de toujours réclamer les factures normalisées. Je ne savais même pas que c'était une vérité. Mais quand je suis arrivé ici aujourd'hui, je sais que c'est vraiment bon et c'est une vérité. Je vous remercie aussi et je ferai passer le message à tout le monde. La Tombola facture normalisée est une initiative de la Direction générale des impôts. Elle se déroule sous la supervision de l'étude de maître Maxime René Assogba, huissier de justice près la Cour d'appel de Cotonou, avec l'appui technique de la Loterie nationale du Bénin, LNB. Je peux attester effectivement que les tombolas se font dans de bonnes formes et je garantis à toute la population de continuer à demander leur facture normalisée après chaque achat. Monsieur le directeur général adjoint, nous attestons que les tirages ont été effectués conformément au règlement de la Tombola facture normalisée. La cérémonie a été marquée par le rappel des règles du jeu et comment être gagnant. Les 3 catégories de tirage de cette tombola ont été aussi soulignées. Le tirage du jour est dans la catégorie des tirages hebdomadaires donnant droit à 100 lots. Il est à noter par ailleurs que les gagnants des lots de 50 000 et 20 000 ont eu déjà leur compte crédité des montants subséquents par les systèmes de transfert de fonds, notamment Mobile Money ou Flouz. Je voudrais vous dire, avec ces lots que vous venez de gagner, vous avez la certitude, la preuve que la Tombola MECEF n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Donc, vous devez être désormais auprès de vos parents, dans vos différents cercles, vous devez être des ambassadeurs de le Tombola MECEF. Ce jeu Tombola offre également des possibilités de gains durant des tirages mensuels et un tirage annuel. Le tirage annuel regroupe tous les participants de l'année avec la possibilité de tirage de 2 super lots en nature. Il s'agit de 2 véhicules neufs sortis d'usine d'une valeur nominale de 25 millions de francs CFA chacun. Ouvrons la page santé de ce journal avec 759 jeunes formés sur les stratégies de communication en temps de crise. C'est une initiative de SOS Village d'Enfants pour amener ces jeunes à participer activement à la lutte contre la Covid-19. Cette formation prend en compte plusieurs sites SOS Village d'Enfants au Bénin. Teddy Godalo pour plus de précisions. 759 jeunes répartis sur 3 sites de SOS Village d'Enfants au Bénin prennent part à cette formation sur les stratégies de communication en temps de crise. Il s'agit des centres de Natitengu, de Dassazoumé et d'Abomey-Calavi.
La séance vise à promouvoir les gestes barrières en vue d'une lutte efficace contre la Covid-19. Quand on parle de Covid-19, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut vraiment tout faire pour l'éradiquer. Et s'il y a un projet qui s'en occupe pour vous jeunes, il faut vraiment applaudir. Nous allons voir comment est-ce que vous pouvez être les porte-parole de la bonne cause, les porte-parole de la lutte contre la Covid-19. Comment vous allez transmettre le message, comment vous allez être les ambassadeurs pour une bonne lutte contre la Covid-19. Vous êtes des jeunes et ça doit commencer par vous, en respectant les gestes barrières. La rencontre va permettre aux jeunes participants de mieux s'imprégner des différents outils de communication pour faire passer le message. Une initiation au journalisme est également prévue durant les 2 jours que vont se dérouler les travaux. Vous êtes des jeunes, vous avez des ambitions, il faut quand même vous accompagner dans vos ambitions. Et SOS Village d'enfants, je pense que vous faites du bien. Dans chaque village d'enfants SOS, nous aurons des radios, des petites unités de radio que ceux qui ont été sélectionnés seront formés. Il s'agit de radios de 5 km maximum pour vous initier au journalisme radio. La radio est très importante pour le développement des enfants et des jeunes parce que la radio permet de développer la confiance en soi. En utilisant la radio, en parlant la radio, vous aurez plus confiance en vous-même. Les bénéficiaires saluent l'initiative de SOS Village d'enfants et s'engagent à suivre rigoureusement les différentes communications. Ceci pour un bien-être de tous. Et pendant ce temps, les étudiants de l'École nationale supérieure de biosciences et de biotechnologie appliquée ENSBA reçoivent des notions en soins de premiers secours. La formation, initiée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, a bénéficié de l'appui de la Croix-Rouge du Bénin. Les différentes notions acquises vont permettre aux bénéficiaires de venir en aide en cas de besoin à leurs camarades étudiants ou quelqu'un de leur entourage. Voici le reportage de Imet Hélène à Moussou. Utiles, ils sont appliqués pendant les premières minutes d'un choc physique ou d'un malaise. Les soins de premier secours apportent à la personne en difficulté l'assistance nécessaire pour stabiliser son état de santé en attendant les interventions médicales. Sur le campus de Dassa, le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi a initié une formation en la matière au profit des étudiants. Dans sa démarche, le COUS a bénéficié de l'appui de la Croix-Rouge Bénin. La séance a été l'occasion de leur apprendre les réflexes et gestes qui sauvent en cas d'accident divers. Très souvent, l'accident survient hors de l'hôpital et chacun d'entre nous peut être le premier témoin de l'accident et devoir porter secours à la victime. Cette activité est d'importance. S'il y a un accident, si un étudiant tombe en classe, dans la cour, en venant au cours, il faut qu'il y ait d'autres étudiants pour pouvoir le secourir rapidement en attendant de le référer dans un centre de santé. Mais si on ne connaît pas les bons gestes, parfois on commet encore l'irréparable. C'est pour cela que nous avons voulu aujourd'hui, dans tous les centres universitaires qui sont sous le contrôle du COUSAC, faire cette formation pour que tous les étudiants puissent connaître le b.a.-ba des soins en premier secours. Cette formation en soins de premier secours fait partie intégrante du plan de travail annuel de la structure organisatrice. En initiant cette séance, le COUS entend faire bénéficier à l'ensemble des étudiants des campus sous sa tutelle l'apprentissage des notions qui sauvent. Pendant une journée, les pensionnaires de l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées ont été formés pour vérifier chez une victime d'accident ou autre malaise les signaux vitaux, le stabiliser ou encore le porter. Si nous allons nous mettre à parler des premiers secours et santé à base communautaire, on peut nous accentuer seulement sur le secourisme, les gestes qui sauvent. L'hygiène, il y a un peu de tout. Et nous, quand nous prenons le secourisme, qui n'est que l'action de porter secours efficacement et rapidement à une victime sans y succomber soi-même,
Là, je peux dire que vous-même, vous comprenez qu'il y a pratiquement tout dedans. Aider son prochain, secourir son prochain. Pratiquement, c'est la meilleure des églises sur terre. J'ai saisi le mot de la fin du maître de cérémonie, à savoir perpétuer ce genre d'activité pour que les gestes deviennent automatiques. Donc, c'est noté, on va revoir ça avec la cellule installée à Dassa. Au bout de plusieurs heures de cours théoriques et de cas pratiques, ces étudiants sont dorénavant aguerris pour être des secouristes adéquats. Ils pourront appliquer les notions reçues sur leur entourage immédiat. Des séances de recyclage périodiques sont prévues pour renforcer ces apprenants dans la pratique des notions acquises. Santé toujours, les préfets sont mis à contribution dans la vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 à travers un atelier de la santé communautaire organisé à cet effet dans la commune de Dassa. Les dépositaires de l'État central dans les départements sont appelés à œuvrer davantage pour l'augmentation du taux de couverture vaccinale. Des stratégies et astuces leur sont données pour les accompagner dans la réussite de l'opération de vaccination intensive. Plus de précisions dans ce reportage signé Imet Hélène Amosso. Une campagne intensive de vaccination contre la Covid-19, c'est une initiative des autorités en charge de la santé visant à susciter l'adhésion de la population, mais également augmenter la demande de la vaccination et améliorer la couverture vaccinale au Bénin. En proie aux rumeurs et à la désinformation, les populations ne manifestent pas d'engouement à aller se faire vacciner. Conséquence, l'opération démarrée depuis le 1er avril dernier n'a permis d'atteindre que 3,64% du taux de couverture globale. Ceci n'est pas normal et nous voulons aussi, avec vous, monsieur le préfet, puisque c'est vous qui êtes au niveau opérationnel, faire tout possible pour que nous puissions vacciner les populations béninoises pour qu'ensemble, nous pouvons arrêter cette maladie au niveau du Bénin. La présence de ce dévastateur qui se cache par moments pour revenir encore plus virulent, il est question pour nous d'y faire face. Et les forces que nous constituons se doivent de s'unir pour une riposte en synergie. Pour le monde entier et pour l'instant, le soulagement ne se trouve que dans la vaccination, quelles qu'en soient les polémiques. Conviés à Dassa, les préfets ont été invités par le CNLSTP, le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Les assises ont été l'occasion de les informer sur les avantages de la vaccination, de partager avec eux les messages clés sur la vaccination et de leur décrire le rôle qui leur incombe dans cette opération qui va durer 2 mois. Au final, l'objectif visé est d'obtenir leur adhésion et accompagnement dans la campagne qui commence ce 15 novembre. À travers ce séminaire, nous avons eu droit à d'autres stratégies que nous allons intégrer pour que l'OME atteigne une bonne couverture vaccinale. Nous faisons déjà des efforts en rendant presque obligatoire partout où il y a du public la vaccination de plus en plus acceptée. Et dans les jours à venir, vous verrez sur le terrain ce qui sera fait pour convaincre les derniers sceptiques. Pour la circonstance, plusieurs communications ont été présentées. Dans leurs exposés, les communicateurs sont revenus après un état des lieux sur les diverses actions menées jusque-là en vue de contrôler la propagation du coronavirus. Les experts en santé ont aussi présenté les perspectives. Nous leur avons rappelé ce qu'ils doivent faire encore pour nous permettre d'avoir une meilleure couverture vaccinale, notamment l'application des mesures prises par le gouvernement, également leur implication pour la sensibilisation, la diffusion de la bonne information, surtout dans le contexte de rumeurs et de désinformation actuelle sur la vaccination. Pour rappel, le premier cas de Covid a été enregistré au Bénin le 16 mars 2020 à Cotonou. Depuis, 24 833 cas sont confirmés, 24 546 guéris et 161 personnes décédées. Tous les départements sont touchés avec celui du littoral comme épicentre de la pandémie. À nos jours, la vaccination est le seul moyen de prévention le plus efficace, mais aussi le meilleur moyen de lutte, affirment les spécialistes des questions de santé.
Covid-19 toujours, cette fois-ci avec la coopération allemande GIZ qui a organisé du 9 au 11 novembre 2021 une session de sensibilisation au profit des agents de la police républicaine et des agents de santé des postes de contrôle des frontières terrestres officiels. Réunis à Grand Popo, les agents des départements du Zou, Koufo et Colline ont été sensibilisés sur les rôles et responsabilités face à la propagation de la Covid-19. Geoffroy Messin. 2 journées de théorie et une 3e de pratique. C'est le menu concocté à ces agents de la police républicaine et de la santé des postes de contrôle des frontières terrestres officielles du Bénin. Ils proviennent des départements du Zou, du Koufo et du Mono et sont réunis ici à Grand Popo pour être sensibilisés sur leur rôle et responsabilités face à la propagation de la Covid-19. Donc, soyez les bienvenus dans la salle. Et j'espère que les éléments que nous aurons échangés entre nous ici vont permettre d'améliorer la prise en charge des voyageurs et de la population qui se trouve autour de notre lieu de travail, puisque nous aurons à parler des éléments de distanciation, nous aurons à parler des éléments de prise en charge, nous allons finir peut-être par la vaccination. Outre la généralité sur le coronavirus, les communications qui seront présentées durant les travaux vont permettre aux participants de se pencher, notamment sur les grandes décisions prises par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19, ainsi que les mesures spécifiques au niveau des frontières terrestres. En choisissant ces cibles, je veux nommer les agents de santé en poste au niveau de nos frontières, ainsi que les forces de sécurité au niveau des frontières. C'est parce que les organisateurs ont conscience de l'importance que vous constituez en termes de prévention de ces risques de contamination au niveau de nos frontières. Vous êtes donc ici comme un rempart à l'entrée de nos frontières pour veiller non seulement sur la sécurité des nôtres, mais aussi de ceux qui rentrent. Cette session est un espace de débat et de partage d'expériences qui se déroule également dans 3 autres zones géographiques du Bénin. Elle est mise en œuvre par la coopération allemande GIZ et soutenue par le ministère de la Santé. La GIZ demeure toujours un partenaire pour le gouvernement pour pouvoir quand même amener ou toucher toutes les couches socio-professionnelles pour pouvoir limiter la transmission de la dite maladie. Après, les secteurs comme l'enseignement, après la sensibilisation au profit des élus locaux, après la sensibilisation au profit des agents de santé, nous voici aujourd'hui avec la police républicaine, parce que le partenaire a estimé que les frontières demeurent toujours un milieu où la transmission à haut risque, où la transmission persiste. Et donc, si nous arrivons à appuyer ce milieu, cela va quand même nous permettre de limiter la propagation de la dite maladie. Les agents de la police républicaine et les agents de la santé qui prennent part à cet atelier seront outillés en nettoyage et désinfection de l'environnement, en hygiène des mains et en préparation des différentes solutions de décontamination. Une visite de terrain est prévue pour familiariser ces agents aux réalités du terrain. Autre volet de l'actualité, le Fonds national de la recherche scientifique pour l'innovation et la technologie, FNRSIT, est en tournée d'échange, de prospection et de partenariat avec les parties prenantes de la recherche et de l'innovation technologique. Après Paraco, la délégation du Fonds a posé ses valises à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM Abomey. Les membres ont partagé avec l'assistance composée essentiellement des apprenants de cette entité le processus pour postuler aux appels à projets ainsi que les critères et conditions d'éligibilité suivants.
La structure est connue des acteurs du monde universitaire du littoral et de l'Atlantique. En déplacement sur l'UNESTIM, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, FNR-SIT vient à la rencontre des acteurs du Centre Bénin. Apparemment, nous ne sommes pas bien connus des universités qui sont à l'intérieur du pays. Nous voudrions également aussi venir vers le centre, un peu vers le nord, pour sensibiliser le monde de ces laboratoires qui sont un peu éloignés de Cotonou, de nos possibilités de financement, des opportunités que nous mettons en place, des appuis aux laboratoires que nous pouvons mettre en place et aussi de leur permettre de participer pleinement à l'appel à proposition de projets que nous faisons. À travers communication et échanges, les membres de la délégation du FNR-SIT ont exposé à leur hôte la mission du fonds, ses objectifs et ses activités, les opportunités, notamment celles de financement, des recherches ou de mise en place d'unités ont été détaillées. Créé par le décret numéro 2012-140 du 7 juin 2012, le FNR-SIT est un établissement public à caractère social, culturel et scientifique. Il est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur. Au cours des échanges, les conditions d'éligibilité aux appels à projets financés par le FNR-SIT, les formalités à remplir ainsi que les conditions de sélection des candidatures ont été expliquées, de quoi susciter l'engouement dans le rang des étudiants présents. Si nous nous sommes adressés à l'UNESTIM ici, c'est parce qu'ils ont un laboratoire. Et donc, nous pensons que ces enfants, ces étudiants qui sont dans cette filière et qui travaillent déjà au laboratoire doivent être en train de s'inculquer, de se forger cette culture de recherche. Ils sont là pour nous permettre de prendre contact avec eux, pour qu'à la fin de nos formations, si on a des projets à réaliser et on n'arrive pas à avoir des fonds, on puisse les contacter pour qu'ils puissent nous aider. Dans certaines conditions, on a envie d'innover et nous éprouvons des difficultés relatives au manque de moyens. À partir de maintenant, je sais que toutefois que j'aurai un projet, je suis rassuré que j'aurai un soutien. Depuis sa mise en place il y a quelques années, le FNR-SIT mobilise tous les ans les ressources nécessaires au financement du système national de recherche scientifique et de l'innovation technologique. À travers cette tournée d'échanges, de prospection et de partenariat avec les parties prenantes à la recherche scientifique et de l'innovation technologique, le fonds entend élargir les chances de financement des projets aux acteurs du monde universitaire sur toute l'étendue du territoire national. Après Aboumé, d'autres centres universitaires vont également accueillir la délégation pour le même exercice. La problématique de la gestion intégrée des ressources en eau au cœur des échanges entre plusieurs acteurs du secteur réunis à Boïkan dans le département du Zou. Initiée par le Centre d'excellence d'Afrique pour l'eau et l'assainissement, cette rencontre entend renforcer les capacités des participants en vue d'une gestion efficiente de l'eau et des ressources connexes dans leurs localités respectives. On retrouve Imet Hélène Mousso. La formation est organisée au profit des chefs services techniques des mairies. C'est une initiative du Centre d'excellence d'Afrique pour l'eau et l'assainissement, C2EA. Cadre de renforcement des capacités des participants, la rencontre vise notamment à donner aux invités les outils nécessaires pouvant leur permettre une gestion efficiente de l'eau ainsi que les ressources connexes dans leur localité de provenance. Une première étape a été déjà faite à Parakou pour renforcer la capacité des acteurs de l'eau des communes du Nord et des ONG, des bureaux d'études, dans le cadre de la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau, avec l'appui du genre. Donc, cet objectif que le C2A s'est fixé à travers la soumission au programme de la Banque mondiale est de renforcer le secteur dans le cadre de la GIR et dans le cadre des changements climatiques. Le renforcement de capacité des acteurs à divers niveaux conduira à coup sûr, j'en suis certain, à la gestion durable des ressources en eau et à la concrétisation de la GIR dans notre pays. Je suis d'autant plus persuadé qu'à la fin de cette formation, vous serez densifié, ossifié et que vous maîtrisez tout le contour de la GIR
À côté des chefs services techniques des mairies, on peut également noter la présence des représentants d'organisations non gouvernementales et de bureaux d'études. Les 5 jours d'échange ont permis d'aborder le problème, la reconnaissance et la gestion de la ressource en eau. Ensuite, nous allons voir un peu par rapport toujours à la thématique, la résilience au changement climatique et ensuite l'assainissement dans nos différentes communes. D'abord, par rapport à la pollution, beaucoup de choses doivent changer. Par rapport au gaspillage de la ressource, beaucoup de choses vont changer. Par rapport aux intérêts souvent conflictuels, parce que la ressource est utilisée par différents acteurs dont les intérêts ne sont pas toujours convergents. Ils auront les outils qu'il faut pour limiter les conflits et plus de ressources disponibles pour tous. Et on demandera à chacun que ces ressources soient utilisées selon les principes de l'AGI, dans l'équité et puis la durabilité. Au terme de la formation, il est attendu un changement des comportements des différents acteurs intervenant dans le domaine. Cet atelier a aussi été l'occasion de les mettre en contact en vue d'un partage des expériences. Je l'annonçais en titre, à Nati Tengou, les gares routières se vident au profit des abords des voies. Chauffeurs de taxis et passagers préfèrent le chargement hors parc, une situation qui va à l'encontre des réformes dans le secteur des transports. Cette pratique prend de l'ampleur dans la cité de Nanto sous le regard impuissant de la police républicaine et de la mairie. Une situation qui a suscité la curiosité d'une de nos équipes de reportage qui s'est intéressée aux raisons profondes de cette pratique et le regard des syndicats. Voici l'enquête réalisée par Régis Hippolyte Agorsou et Abdou Sahabi Idrissou. Martin Vignon, opérateur économique à Nati Tengou, est en partance pour Djougou à plus de 80 km de Nati Tengou. Mais au lieu d'aller à l'autogare pour prendre un taxi, il a préféré attendre au bord de cette voie inter-État. En réalité, moi je suis à Nimporima et l'autogare c'est jusqu'au 2e arrondissement et moi je suis au 3e arrondissement. Pour prendre Zémé et aller à l'autogare déjà, ça me fait au moins 200 à 300 francs. Alors, si je reste au bord de goudron comme ça, je peux trouver les taximans qui vont me prendre facilement. Or si je vois les 300 francs en plus les 1500 que je dois payer, pour Nati Djougou, je préfère rester au bord du goudron et trouver un taximan. Ils sont donc nombreux, ces voyageurs qui évitent les parcs auto au profit des bords de la voie pour diverses raisons. Et quand je vais là-bas aussi, ils vont me perdre du temps. Je vais attendre que le taxi soit rempli d'abord et tout ça, donc c'est une perte de temps. Alors qu'au bord de la voie, rapidement, lorsque vous montez, on vous prend et puis c'est directement à Djougou. Et il ne s'arrête pas. C'est comme ça, il prend les clients sur la voie et puis rapidement on va à Djougou. Moi en tout cas au bord de la voie là, ça m'arrange que d'aller sur le parc. Je vais pour des affaires, mais en restant au bord de la voie, d'abord nous avons la possibilité de trouver d'abord un taximan qui est déjà prêt pour partir et on ne nous perd plus de temps. Or à l'autogare, il faut attendre que le taximan soit chargé d'abord et que ça soit son tour. Donc ça me prend aussi de temps, mais au bord de la voie comme ça, je sais que si je trouve déjà quelqu'un qui est prêt pour partir, je suis déjà à Djougou. Même certains conducteurs de taxi préfèrent également faire leur chargement loin des autogares. Si aujourd'hui nous sommes hors parc, c'est nos passagers nous suivons. Actuellement, nous qui allons à Tanguieta, c'est sur la voie là nos passagers viennent. Un passager qui va à Tanguieta ne peut pas retourner derrière là où se trouve actuellement notre autogare. C'est ça qui fait notre problème. Si on se trouve aujourd'hui à ce niveau, ce sont les passagers nous suivons. Et pourtant, les différents responsables syndicaux se battent au quotidien pour réglementer ce secteur à Nati Tengou, même si la tâche semble très difficile. Les passagers sont tellement pressés. Ah non, un véhicule à 5 places par exemple, 4 personnes derrière, une personne devant, le passager voit que non, que c'est déjà trop. Lui préfère rester au bord de la route. D'accord, il reste au bord de la route pour prendre le véhicule, d'accord, mais avec ses conséquences. Parce qu'en cas de perte de colis, quand ils viennent nous voir l'autogare pour réclamer, moi, quand ils tombent sur moi, je les renvoie, je dis, allez là-bas, là, vous avez pris le véhicule là, adressez-vous aux responsables de là-bas. Parfois, s'il y a accident, ce n'est pas chose souhaitable, mais ça vient. Quand il y a accident, on nous dit, un véhicule a chargé de chez vous. Nous avons de répertoire, un cahier, chargement, telle personne, tout ça là qu'on a enregistré. On dit non, le véhicule n'a pas chargé chez nous. Finalement, on voit que c'est un véhicule qui a quitté effectivement Nati Tengou, mais qui n'a pas chargé. Donc il a fait un chargement hors parc. La lutte, nous sommes dedans tout le temps et c'est difficile. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas. La police à elle seule ne peut pas, la mairie à elle seule ne peut pas. Nous-mêmes,
chacun a sa part de responsabilité. Ça crée des manques à gagner à tous les niveaux. Ça crée des manques à gagner au niveau du conducteur qui accepte de rester dans l'autogare pour charger. Au niveau du conducteur qui est contraint d'aller faire le chargement opaque, ça fait des manques à gagner au niveau de la mairie. Ça fait des manques à gagner au niveau des syndicats. Voilà pourquoi, à des moments donnés, ils font des descentes inopinées sur le terrain. Quand nous prenons les véhicules en position irrégulière, c'est-à-dire en chargement opaque, nous leur prenons d'abord les pièces afférentes au véhicule et on fait conduire le véhicule à l'autogare avec tout son chargement. Arrivé à l'autogare maintenant, nous contrôlons la conformité de ces pièces administratives, assurant visite technique. Quand le véhicule est à jour, on dit bon maintenant pourquoi tu nous fais chargement opaque? Maintenant, pour ne pas pénaliser les passagers, on les verbalise. Chez nous, dans notre syndicat, le minimum c'est 3 000, le maximum c'est 6 000. Chargement de 8 000 et on te prend 6 000 dedans, ça te fait mal. Et voilà que tu es encore contraint d'acheminer les passagers jusqu'à leur destination. Mais malgré tout ceci, des stationnements anarchiques se constatent à certains endroits en Nati Tengou sous le regard impuissant des syndicats et des populations qui subissent des désagréments. C'est tous les jours ils viennent garer, du matin jusqu'au soir. Nos devantures sont devenues des parkings. Quand ils garent, nos clients n'ont plus accès à nos boutiques. On ne vend pas. Quand on parle, ils trouvent que le parc est trop loin, ils ne peuvent pas rester là-bas. Donc les passagers refusent d'aller sur le parc, ils sont obligés de sortir sur la voie. Et c'est pour cela qu'on demande aux autorités de faire quelque chose pour nous, pour qu'on puisse se reposer, pour pouvoir bien vendre nos marchandises. L'épineux problème de chargement opaque reste une équation difficile à résoudre à Nati Tengou. Et même si des efforts se font pour réduire ce phénomène dont les conséquences sont énormes, il est important que l'État central, à travers la police républicaine et la mairie, s'implique également dans cette lutte que seuls les syndicats ne peuvent mener à bout. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.